Si Macron veut y aller, qu'il y aille, mais seul, car aucun Français ne le suivrait, je pense. Et certainement pas les soldats italiens. C'est ma position en tant que vice-président du Conseil italien, en tant que ministre, secrétaire de la Ligue et parent. Nos enfants n'iront pas se battre en Ukraine, c'est certain. C'est vrai qu'il y a un réel problème là où il y a des gouvernements de coalition. C'est-à-dire que Giorgia Meloni est un peu embarrassée de cette situation-là, d'avoir cette position. La position de Rome, pourtant, elle est claire, c'est de ne pas envoyer des troupes au sol. Mais en même temps, Aurélien Duchesne, nous avons des personnalités comme Matteo Salvini qui osent pointer du doigt ouvertement le président français. Oui, car autant Giorgia Meloni, qui était pro-russe avant, elle a pris un virage atlantiste et pro-européen en 2022. Matteo Salvini, un élément différenciant pour lui, pour surfer sur le pacifisme ambiant en Italie, l'idée qu'on va vers la Troisième Guerre mondiale si on aide trop l'Ukraine. Matteo Salvini veut remonter dans les sondages en faisant ça. Vous citez les contraintes d'une coalition. C'est pas la première fois que Salvini fait ça à l'endroit du président français. Rappelons-nous 2018-2019, la France a même rappelé son ambassadeur à Rome tellement on était allé loin entre, d'un côté, la Ligue du Nord, donc le parti de Matteo Salvini, et le mouvement 5 étoiles, qui était l'autre partenaire de coalition, qui rivalisait dans le concours de démagogie anti-française. Pour terminer là-dessus, on avait même le vice-premier ministre de l'époque, Luigi Di Maio, qui était allé à Montargis, en France, dans le Loiret, pour aller encourager les Gilets jaunes contre Macron. Il avait dit « le vent du changement a franchi la barrière des Alpes ». Ce que fait Salvini, c'est qu'il est complètement écrasé dans les sondages par Meloni, mais il surfe sur une partie de l'opinion italienne qui commence à se lasser de la bière. Oui, tout à fait. Moi, je me souviens très bien de cette crise. C'est rarissime entre l'Italie et la France qu'on rappelle l'ambassadeur. Qu'on convoque un ambassadeur, c'est une chose, mais un rappel d'ambassadeur, en général, ça se fait avec des pays dans lesquels on est en conflit ouvert. Donc, il y avait déjà des ingérences dans les affaires intérieures françaises. Donc là, bon, c'était choquant parce qu'il met directement en cause le président de la République. Mais il faut se rappeler qu'avant l'arrivée de Giorgia Meloni, le pays le plus favorable à la Russie, c'était l'Italie. Et que quand on devait renouveler les sanctions tous les 6 mois, en tout cas qu'il y ait un nihil obstacle, qu'on ne s'oppose pas au renouvellement, beaucoup craignaient que l'Italie n'accepte pas. Et donc, ça veut dire que ça correspond à un courant dans le pays. Général Yakovlev, vous l'entendez, c'est-à-dire ces divisions au sein même des Européens, est-ce qu'elles peuvent avoir de réelles conséquences sur une potentielle force de réassurance, une coalition sur le terrain en termes de commandement? Comment ça se passe? Oui, alors juste, la force de réassurance, il ne faut pas se tromper de temporalité. C'est après un cessez-le-feu. Il ne s'agit pas d'obtenir un cessez-le-feu par une intervention militaire européenne, au sens large. Il ne s'agit pas d'obtenir, de forcer le cessez-le-feu. Il s'agit, en cas de cessez-le-feu, et sans préjuger de où sera le trait sur le terrain, etc., il s'agit de s'assurer que le cessez-le-feu tienne et que les Russes ne rompent pas le cessez-le-feu 2 jours, 2 mois, 2 ans après. D'où la force de réassurance. Mais tous ceux qui suivent la ligne de Moscou prennent ce message pour terroriser la population en disant « la force de réassurance, c'est un prétexte pour attaquer la Russie ». C'est pas ça du tout. Alors, maintenant, sur les Italiens, que je connais bien et que j'estime beaucoup. S'il y a cessez-le-feu, on n'y est pas encore, hein, et qu'il y a force de réassurance avec une coalition de volontaires européens, très franchement, il y aura une première division au sens footballistique du terme, et il y aura une deuxième division, c'est ceux qui ne viennent pas. Et l'Italie, il y a une chose qu'elle n'aime pas, c'est jouer en deuxième division. C'est-à-dire qu'au moment où les tractations sur le déploiement de troupes commenceraient sérieusement à se faire, combien on en met, où est-ce qu'on les met, etc., ce jour-là, les Italiens comprendront que s'ils ne participent pas, ils sont déclassés. Ils ont une armée qui est crédible, qui est sérieuse, hein, mais qui seraient déclassés. Donc, je prends avec un peu de philosophie ce discours de Salvini, en l'occurrence. Il fait exprès de parler de cette force de réassurance comme une force dans la guerre actuelle. Et c'est une question à laquelle personne ne pense, pas même le président Macron. Nous parlons d'une reprise du conflit, une cessation puis une reprise du conflit. Et là, je le maintiens, je vois mal les Italiens
confronté à la naissance d'une Europe de la défense déployée en Ukraine avec une no-fly zone européenne éventuellement garantie par derrière par les Américains, je vois mal les Italiens accepter de rester au vestiaire. Merci. Je crois que ce jour-là, ça deviendra compliqué pour eux. Merci, Général Yakovlev. On vous retrouve très bientôt en plateau. Ludmila Totieva, vous avez entendu les propos de Général Yakovlev qui dit très clairement il y aura des pays européens, des pays occidentaux qui ont même eu un porte-voix pro-Ukraine. On ne peut pas dire que Giorgia Meloni n'a pas soutenu l'Ukraine. Mais ça ne suffit pas, en fait, dans les sociétés européennes pour avoir le suivi avec des forces qui iront aider l'Ukraine très concrètement. Oui, surtout que, en fait, c'est la question de la crédibilité de cette force-là qui se pose, et il y a la question annexe, c'est les États-Unis. Alors, est-ce qu'ils vont assurer juste le transport de troupes? Est-ce qu'ils vont assurer l'appui aérien? Est-ce qu'ils vont faire le soutien aérien? C'est vraiment les grandes questions, même si on peut dire, comme c'était dit par Général Yakovlev, que les Européens peuvent le faire eux-mêmes, sans les Américains, apparemment, c'est moins crédible sans eux. Mais pour moi, ce qui me trouble, c'est que on parle effectivement de cette force de réassurance qui va rentrer pour assurer que Poutine ne tente pas ou dissuader Poutine des nouvelles invasions, de nouvelles annexions. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'en est pas là à discuter du cessez-le-feu. C'est après ce cessez-le-feu qu'il faut déployer les troupes. Et la question se pose, à quel point il faudra, si Trump n'est pas en capacité de forcer Poutine de le faire, de forcer Poutine de se mettre à ce cessez-le-feu en disant on va envoyer déjà les troupes là. Et je pense que ça peut vraiment faire basculer le calcul qu'il a dans sa tête. Mais revenons aux divisions européennes, puisque c'est aussi le cas en Allemagne, par exemple. Regardez les propos de l'AfD, qui a tout de même gagné plusieurs élections. Regardez, Merz n'exclut pas l'envoi de soldats allemands en Ukraine. Cela ne garantirait pas la paix, mais plutôt une escalade permanente contre la Russie. Nous le disons clairement, nous ne vous enverrons pas en Ukraine. Merz est censé vouloir la paix, mais il n'exclut pas la présence de soldats allemands en Ukraine. Nous exigeons la diplomatie et la réconciliation avec tous, y compris la Russie, et nous ne croyons pas un mot du menteur, le chancelier Merz. Très concrètement, Elisabeth Schepper-Selam, quand on voit ces propos-là, avec des gens tout de même au sein de la société civile allemande qui votent pour l'AfD très ouvertement, est-ce que là, on peut normalement voir un soutien à l'Ukraine sur le long terme avec des sociétés civiles aussi divisées? Mais ça vaut autant pour la France, ça vaut aussi pour les États-Unis. Il y a aujourd'hui, dans des partis populistes, à la fois à l'extrême droite, mais aussi à l'extrême gauche, qui peut gagner dans des élections, que ce soit l'AfD, qui, on se rappelle quand même, qui est soutenu par J.D. Vance, le vice-président des États-Unis. Donc il y a cette courant de pensée qui, très clairement, penche plus vers la Russie, sur la normalisation de la Russie, et c'est un véritable danger, notamment avec des élections qui peuvent survenir en Europe et ailleurs. Monsieur Mélenchon vient de dire d'ailleurs que Zelensky n'est plus crédible pour faire... Et j'en reviens, ce que je voulais dire tout à l'heure et que vous ne m'avez pas laissé dire, c'est qu'on a besoin des Américains. Encore une fois, comme pour chapeauter, pour essayer de donner une espèce d'unité à cette explosion européenne qui va dans toutes les directions. Moi, je pense que toutes ces divisions européennes, Poutine se frotte les mains parce que il voit bien que c'est pas Il les encourage. Il les encourage. Il les encourage. On sait, et ils l'ont dit cette semaine ou la semaine dernière, les Russes, cette guerre informationnelle, ça ne s'arrêterait pas contre l'Occident. C'est intentionnel, et le problème, c'est qu'on a des partis, on l'a entendu au Sénat américains qui ont dit la même chose vis-à-vis du Parti républicain. Donc c'est pas très étonnant qu'on a ces divisions, qu'on s'est alimenté par la Russie elle-même. Aurélien. Là où je ferai preuve d'optimisme pour une fois, c'est que quand même, depuis 3 ans, il n'y a d'abord pas de grande fatigue de la guerre. On avait beaucoup parlé dès l'été 2022 du fait qu'à la rentrée, on aurait une war fatigue, que les opinions publiques se lasseraient. Ce n'est pas vrai. Ça commençait à être vrai en fin d'année dernière. Il y a eu un sursaut à la faveur du retour de Trump à la tête des États-Unis. On a vu en Allemagne, dans le cadre des élections qui ont porté M. Merz au pouvoir, qu'il y avait un regain d'intérêt de l'opinion pour l'Ukraine et pour le soutien à l'Ukraine. Après, évidemment, si je prends notre cas, celui de la France, si je pense que l'année va très très mal se finir, et sur le plan budgétaire et sur le plan politique, évidemment que la priorité ne sera pas d'aider l'Ukraine si on ne boucle pas un budget. Mais dernière chose enfin, c'est que dans des pays comme l'Allemagne, autant il y a à peu près 40% de la population allemande qui reste sur une ligne très pacifiste, voire pro-russe,
autant le fait qu'un pays comme celui-là, qui il y a encore 4 ans, avant l'invasion de l'Ukraine, ne voulait pas entendre parler de réarmement et d'aider des pays agressés, et autant changer, la révolution est quand même palpable.